Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de Question d'actu. Plusieurs wilayas du nord du pays ont été touchés par de fortes précipitations samedi dernier. De nombreux quartiers et villes ont été inondés en seulement quelques heures. On dénombre malheureusement la disparition de 3 personnes et plusieurs dégâts matériels, en plus des perturbations de la circulation sur plusieurs axes routiers. Vous l'avez vécu, des scènes qui se répètent à chaque saison depuis et qu'au début. Les services météo préviennent une dizaine des wilayas du nord-est du pays sont placés pour cette journée, en tout cas du lundi jusqu'à demain mardi, à différents degrés de vigilance pluie, pour dire que ces épisodes vont certainement se répéter si on n'agit pas rapidement et en amont. Est-ce que la quantité de pluie tombée ou les changements climatiques peuvent à eux seuls justifier ces catastrophes, ou est-ce par manque de préparation, d'anticipation, de prévention et d'une politique urbanistique aléatoire? Comment limiter les conséquences des pluies torrentielles, sachant que la récurrence ne va pas s'estomper? Nos experts autour de cette table vont tenter de répondre à toutes ces questions ce soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau professeur Bensna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant en sciences eau et environnement à l'université de Blida 1. Merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. Nous avons également à nous Dafra. Bonsoir. Vous êtes délégué national au risque majeur du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Monsieur, nous accueillons également sur ce plateau Monsieur Salah Sahabi Abed. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'exploitation. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et bien sûr, la protection civile présente également Monsieur Nassim, chargé de la communication et chef de bureau de l'information et de la sensibilisation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Alors, on va commencer d'abord par l'actualité, essayer d'expliquer ce qui est arrivé ce week-end. Je vais commencer avec vous, monsieur Météo algérien. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé, monsieur Salah Sahabi. On a enregistré, on dit, un cumul assez important en l'espace de quelques heures seulement. Est-ce que tout cela, nous l'avions prévu? Effectivement, c'est-à-dire à travers les bulletins de météorologiques, notamment les bulletins météorologiques spéciaux, Les BMS. voilà, les BMS, connus communément BMS, ont été envoyés au moment opportun, suffisamment même à l'avance, pour justement prévenir les autorités locales et également les populations pour justement anticiper ce phénomène dangereux qui était donc en quelques heures prévu de... Vous aviez prévu sur BMS une quantité de 30 à 40 mm. On ne s'attendait pas à qu'il y ait autant. Là, nous sommes à combien? Parce qu'il faut d'abord comprendre comment le mécanisme fonctionne, le processus physique des nuages orageux est assez complexe et assez difficile à prévoir. Il n'y a aucun centre dans le monde météorologique qui peut prévoir suffisamment. On ne peut pas prévoir la quantité de pluie qui va tomber. On ne peut pas prévoir la quantité suffisamment à l'avance, mais on peut faire une estimation en vertu, bien sûr, de la nature du nuage et avec, bien sûr, son étendue sur, par exemple, une zone. La propriété fondamentale de ce type de nuage convectif qui génère des pluies torrentielles, c'est que ces nuages sont assez localisés. Ils ont cette propriété assez délicate à prévoir et à modéliser. C'est-à-dire même les modèles de prévision numérique du temps actuellement n'arrivent pas à prévoir à cette échelle-là, à une échelle micro-locale, c'est-à-dire inférieure à de la maille d'un modèle de prévision du temps actuellement, elle est de l'ordre de 1,3. C'est le modèle à haute résolution spatiale. Le comportement d'un tel nuage qui déverse autant de pluie, il est imprévu. C'est-à-dire que même si on veut faire de la prévision, on peut pas aller au-delà. On reste approximatif. Non, on ne peut pas aller au-delà de 2 à 3 heures. C'est ce qu'on appelle le nowcasting. C'est la prévision immédiate. Maintenant, nous nous efforçons à l'ONM une estimation. On ne peut pas prévoir, par exemple, l'orage, mais on peut prévoir le risque d'orage. C'est-à-dire on peut prévoir des conditions météorologiques qui sont favorables à générer des conditions météorologiques un peu extrêmes, de type, par exemple, inondation, ou type vague de chaleur, et ainsi de suite. Pour ce cas de figure qui s'est produit, nous avons estimé des quantités qui peuvent dépasser les 60 mm par endroit. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé à l'Algérois, on a recueilli une quantité de l'ordre de 145 mm, par exemple, à N'Bnian, alors qu'à Alger, par exemple, on a enregistré
cette variabilité spatiale également des pluies. Oui. Et c'est ça la caractéristique du nuage convectif qui gère ce type de pluie. Donc, il y a eu quand même des dégâts matériels et humains malheureusement importants, Monsieur Bernaoui. Est-ce que vous estimez que le système d'alerte lancé par Météo Algérie a été suffisant ou a fonctionné, qui vous a permis justement d'agir à temps? Ah, exactement, le système d'alerte, tout d'abord déjà la protection civile, c'est parmi les premiers destinataires de ce BMS. En disant le BMS, c'est la carte de vigilance. C'est très important d'exploiter les deux supports. Pour le BMS, il y a l'analyse sur place à travers, au niveau plutôt national de coordination opérationnelle. Donc, tout de suite, il est envoyé aux instructions du wilaya ainsi que pour information du wilaya voisinante. Donc, rapidement, donc, il y a la préparation, donc il y a la mise en alerte numéro 1 concernant les unités, l'acquisition des agents de protection civile, la préparation des outils et les matériaux qu'il faut dans ce genre d'intervention. Et en plus, dans certaines régions où sont localisés les points et les tranchants noirs, donc il faut faire sortir les unités d'intervention des unités à proximité des points noirs pour réduire le temps d'intervention, surtout sachant qu'il y aura des remontées d'eau, il y aura des crues d'eau, etc. Donc il ne faut pas être victime immobilisé pour sortir rapidement pour aider les citoyens. Vous pouvez nous rappeler le bilan de ce Bon, le samedi? bilan d'intervention en ce moment, donc, on a eu plusieurs interventions à travers 14 wilayas, exactement, dans l'ouest, centre-ouest, le centre ainsi qu'à l'est du pays. Mais des interventions se sont concentrées dans le centre-ouest. Donc, réalisé à l'Amazona, l'Algérie à travers 24 communes. Il y a eu aussi Bouira, ainsi que Boumerdès. Il y a eu 3 interventions pour le sauvetage et assistance à des personnes qui ont été coincées à bord de leur véhicule suite à débordement des eaux ou la montée des eaux. Et aussi, il y a eu 138 interventions pour épuisement des eaux pluviales qui se sont infiltrées à travers quelques habitations et édifices publics. Et aussi, les dégâts matériels, quelques effondrements partiels. Il y a eu quelques effondrements partiels, des faux plafonds, au milieu extérieur et des glissements terrain. Il y a eu 4 effondrements des maisons précaires à Dararia au niveau de l'Algérie. Et malheureusement, des pertes humaines. On a eu jusqu'à maintenant 2 personnes décédées qui ont été repêchées à Rabbi el-Hammam. Il nous reste une personne qui est toujours disparue. Voilà. Donc c'est le 2e jour des recherches. Demain matin, les équipes spécialisées vont poursuivre les recherches. Oui. Alors nous savons, hein, tout le monde justifie aujourd'hui ces pluies torrentielles par les changements climatiques. Monsieur Afra, aujourd'hui, sommes-nous prêts à affronter ce genre de catastrophe naturelle quand on sait que ça va encore se répéter? On le voit, hein, depuis mai, il y a eu des épisodes aussi avant l'été où on a dénombré également de grandes catastrophes, de grands dégâts matériels et humains malheureusement. Nous le vivons encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour limiter les conséquences? Oui, effectivement, l'événement qui vient de se produire récemment relève des événements extrêmes que nous qualifions d'événements extrêmes. Pourquoi extrême? Parce qu'il se produit, donc c'est un événement qui se produit avec une intensité élevée dans un laps de temps très court et dans un espace aussi très réduit. Quand on regarde donc la variabilité spatiale des précipitations, donc on voit par exemple en 1 heure, entre 18h et 19h, on a enregistré pratiquement 70 mm à la station d'Al Harrach et presque 2 mm à une autre station pas très loin. Donc là, il y a la variabilité spatiale de ces précipitations et ça, donc c'est un phénomène qui est dû au phénomène des changements climatiques. Donc c'est les effets néfastes, c'est les impacts des changements climatiques. Il ne faut pas imputer ça qu'au changement climatique. Il y a le facteur humain en amont qui n'a pas été fait, monsieur Afra. En grande partie, je vais vous dire, vous savez, donc si je prends uniquement la station de Al-Harrach, donc 70 mm entre 18h et 19h. Donc cela veut dire que pendant 1 heure, nous avons recueilli sur 1 mètre carré de surface 70 litres d'eau. Et si je prends par exemple un quartier de 3 km², j'aurai un volume d'eau qui avoisine les 210 000 m³ par heure. Et 1 m³, c'est 1000 litres. Alors, pour pouvoir évacuer cette quantité d'eau, ce volume d'eau important, un petit calcul arithmétique tout simple permet de calculer
section nécessaire d'une conduite qui doit évacuer cette eau, on trouverait un diamètre de conduite de 8,6 mètres. Oui, on peut avoir beaucoup plus large, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de garage d'avaloir, il n'y a pas de drainage des oueds, que ça aurait pu limiter quand même les dégâts, le flux de l'eau aurait pu être moins important. Tout à fait. Maintenant, les changements climatiques étant Nous une sommes en réalité. pleine saison. Donc, est une réalité. Le dernier rapport du GIEC, du groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, donc qui a été publié, il est disponible sur le site donc de l'UNFCCC, qui a été publié au mois d'août. Donc, il est très alarmant par rapport aux impacts des changements climatiques. Donc, il prévoit des scénarios catastrophiques, notamment en ce qui concerne l'Afrique et l'Afrique du Nord et l'Algérie. En matière donc, de précipitation, du niveau de précipitation qui sera beaucoup plus élevé, en matière de sécheresse, en matière de vagues de chaleur qui sera... Donc, c'est des épisodes de vagues de chaleur très longues et des épisodes de froid très réduits, des précipitations très élevées. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, comment gérer ce risque? On va en venir. On va en venir. On va essayer d'abord de comprendre aujourd'hui avec vous, professeur Bensness. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons faire face à l'avenir à des phénomènes météorologiques extrêmes. Oui. En tout cas, pour un phénomène rare. Il est plus autant rare. Là, exceptionnel. Parce que oui. Un débordement assez important, même un réseau d'assainissement qui est bien conçu, n'arrive pas à évacuer cette quantité énorme. Oui, là on parle de limitation de dégâts, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une quantité qui ne peut pas être absorbée. Voilà. Alors, si on parle de nos réseaux, moi je suis là juste pour parler des réseaux d'assainissement. Les réseaux d'assainissement en Algérie, d'une façon générale, sont mal gérés, mal conçus, sous-dimensionnés. Alors vous imaginez les diamètres qu'on a. Ils sont à combien pour faire la différence? C'est variable, c'est entre 30, 60 cm, 1 mètre. Mais ça, c'est vraiment le réseau d'assainissement est nettoyé, curé, etc. Alors vous imaginez s'il est plein de saleté, de déchets, de gobelets. Alors si on regarde les avaloirs et les grilles, même un millilitre ne passera pas. Alors, avec un phénomène rare, important, c'est un déluge. Comment peut-on... Puis l'imperméabilité des sols aussi. Voilà. En plus, il y a un autre phénomène qui se manifeste dans ce déplacement-là, dans ce phénomène-là. On a de la boue. Alors, le comportement de la boue est différent du comportement de l'eau. Ce qu'on a vu à Bab el-Oued. Voilà, Bab el-Oued, on avait à peu près 2 600 000 mètres cubes de boue. Un tel comportement de boue, il n'est pas possible de le gérer hydrauliquement. Il n'y a aucun système au monde qui peut gérer ça. Aujourd'hui, avec les mécanismes qui ont été mis en place, par exemple à Bab el-Oued, il y a quand même, on le voit le résultat. Il y a l'amélioration. Il y a une amélioration. Donc, qu'est-ce qui a fait défaut finalement? Donc, il y a quelque chose, il y a une faille quelque part, Monsieur Afra, qui pourrait expliquer ces catastrophes. Oui, vous savez, un risque, il doit se gérer. On ne gère pas la catastrophe. On n'attend pas le jour de la survenance de l'événement pour réagir. On doit le gérer. Il doit être identifié, le risque. Est-ce qu'il est identifié également chez nous? Tout est localisé, cartographié chez nous, on connaît les zones vulnérables. Le risque d'inondation, il est identifié, il est cartographié. Et il a même fait l'objet d'une stratégie nationale de lutte contre les inondations qui a été examinée au Conseil de gouvernement en 2020, donc en novembre 2020, qui a permis d'identifier 865 zones inondables et qui sont au jour d'aujourd'hui géolocalisées. Donc, à chaque fois qu'il y a un BMS émis par Météo Algérie, donc le BMS est transmis automatiquement à tous les walis concernés par l'alerte et mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on agit à l'instant T, on n'agit pas en amont. On attend aujourd'hui les BMS, la saison automnale qui arrive après une sécheresse, tout ce que cela implique. L'instant T, il faut réagir. Par exemple, la protection civile, il y a toute une organisation. Non, je vous dis par rapport à la gestion numérique de cette stratégie. Donc une fois que le BMS est émis, tous les walis sont informés et ils ont la carte donc géolocalisée des zones inondables de chaque wilaya. Et là,
ce qui nous manque, on est en train de travailler avec nos collègues de l'ONM et de l'hydraulique, c'est que comment transformer l'alerte météo en alerte hydraulique. Parce que c'est deux choses différentes. La météo vous donne l'aléa, vous donne une alerte météo. C'est une estimation météorologique. Maintenant, de là à la transformer en alerte hydraulique, c'est-à-dire en inondation, c'est un autre phénomène. Parce que le risque, c'est le produit de deux paramètres. Le paramètre aléa, qui est donné par la météo, mais le paramètre vulnérabilité et exposition. C'est ce deuxième-là, maillon, qui manque maintenant. On est en train de travailler dessus pour pouvoir justement compléter la chaîne depuis l'alerte météo jusqu'à l'alerte hydraulique. Et à partir du moment où on aura l'alerte hydraulique, on est en train de travailler avec les collègues de l'hydraulique pour justement transformer toutes les stations pluviométriques qui sont actuellement analogiques en stations numériques qui peuvent instantanément transmettre l'information. Et à partir du moment où le seuil d'inondabilité est atteint, il y a une alerte qui doit être donnée au niveau des zones concernées pour arrêter par exemple la circulation, pour informer la population pour rester chez elle. Le souci dans ce genre de cas, pour l'avoir vécu, c'est qu'il y a une coupure de réseau aussi. Donc difficile de contacter également la protection civile par exemple pour agir. Il faut réellement connaître les zones inondables et agir tout de suite, Monsieur Benraoui. Les réseaux sont coupés, ça implique quand même une coupure à tous les niveaux. Ben exactement, ce qu'il a expliqué Monsieur le délégué, donc les zones inondables, elles sont identifiées, donc cartographie, donc même au c'est les régions où on construit au niveau des oueds ou exactement, les régions construisent des zones inondables. Donc, parlons des points noirs, des points noirs. Donc, il faut créer et mettre en place des équipes mobiles à proximité. Prêtes à intervenir. Prêtes à intervenir à n'importe quel moment. Donc, pour réduire le temps d'intervention et aider les citoyens en temps réel. Ce qui a été fait à Alger, par la direction de la protection civile d'Alger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Saoula, par exemple? Bon, à Saoula, il y a eu des débordements de Oued Saoula, il y a eu d'énormes quantités des eaux pluviales avec les débordements des oueds, donc des zones inondables. Il y a eu des crues en plein rue, Bar Saoula, Bir Khadem et jusqu'à Bab Ali. Donc toute cette zone a été touchée par cette quantité énorme des eaux pluviales, ce qui a créé. Donc voyons la composante de cette région. Donc des oueds, pratiquement c'est des régions pratiquement rurales. Il y a la boue, il y a des oueds. Quand on parle des oueds, on trouve tout. Des déchets, des arbres, etc. Tout le monde qui prend ces débris va les jeter dans l'oued. Donc les oueds qui sont un peu déréglés, et donc c'est tout à fait normal qu'on aura des débordements des oueds. C'est pour ça qu'on voit des chaussées inondées, c'est pour ça qu'on voit des remontées d'eau jusqu'à pas assez de végétation non plus, 50 cm, 80 cm jusqu'à 1 mètre. C'est ça le phénomène. Est-ce qu'on a assez de temps aujourd'hui pour pouvoir agir en amont au service météo Algérie? Oui, vous savez, nous, à Météo Algérie, on suit à peu près les sorties des modèles donc, de prévision du temps à des échelles différentes et qu'on peut même prévoir parfois 3-4 jours à l'avance. Là, le BMS a été émis vendredi. Bien sûr. Pour vendredi. Oui. Non, pas pour vendredi, parce que là, on finalement, il a plu samedi, mais on prévoyait la pluie vendredi. Mais on prévoyait le soir, c'est pour cela, parce qu'il y avait des doutes. C'est un peu court quand même pour agir. Bon, 24 heures à l'avance, on ne peut pas prévoir ce type de temps une semaine à l'avance, c'est quasi impossible, parce qu'on n'est pas dans une situation météorologique de dépression classique. Ce type de phénomène, c'est un phénomène isolé qui peut se produire à n'importe où et à n'importe quel moment. Donc maintenant, on connaissait à peu près les conditions qui sont favorables à la genèse d'un tel phénomène. Et c'est de ce fait-là qu'on a émis un BMS au moment opportun et suffisamment à l'avance, parce que c'était vendredi, pour dire attention, il se pourrait que... On n'a pas eu le temps de prévenir les citoyens quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas peut-être assez d'informations et de sensibilisation pour atteindre tout le monde. Vous touchez à un problème important, c'est comment inculquer cette culture du risque aux citoyens. Actuellement,
on dispose de la carte de vigilance. Il y a l'unique moyen actuellement utilisé partout dans le monde, c'est utiliser la carte de vigilance avec des couleurs appropriées. Et comment inculquer cette culture du risque? Comment Il le faudrait peut-être citoyen... utiliser les réseaux, le téléphone, On ou envoyer utilise, des messages. hein. on publie cette carte de vigilance même sur le site web, sur les smartphones. On a même mis sur Google Play des applications où on peut consulter même les BMS, alerte BMS. Là, on essaie de faire le maximum pour aider la population et les prévenir en cas de catastrophe. Maintenant, Oui, la il y a- protection civile a demandé de ne pas sortir qu'en cas d'urgence, mais c'était très juste. hein, mais c'était trop 24 tard, heures à même. l'avance, on ne peut Oui. pas faire mieux pour une telle le lendemain. situation. Les phénomènes extrêmes, comme l'a évoqué M. Avara, c'est vrai, il faut s'attendre dorénavant parce qu'à des phénomènes beaucoup plus intenses et beaucoup plus également Récurrents, longs en oui. termes d'intensité et de fréquence. C'est-à-dire on va avoir une situation assez récurrente de ce type de phénomène. Moi, si je prends le cas, par exemple, de 2020, je travaille avec l'Organisation météorologique mondiale en tant qu'expert pour évaluer les dégâts, par exemple, de 2021. Entre janvier et septembre, jusqu'à maintenant, on a enregistré pratiquement 210 milliards de dollars de pertes Oui, pour c'est 50 un pays finance. dans le monde. Et ce n'est que pour les 9 mois. Par rapport à 2019, il y a eu une augmentation de l'ordre de 25% de dégâts. Vous voyez maintenant, on va aller droit vers des situations extrêmement dangereuses. Et là, il faut justement prendre toutes ces précautions, anticiper. Oui. C'est comment améliorer Comment les anticiper systèmes. hein, voilà. On les va systèmes poser la d'alerte, question comment les justement. améliorer, voilà. Est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui, prévoir tout cela? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé à Sabla? Pourquoi l'Oued a débordé? Qu'est-ce qui n'allait pas autour? Bon, anticiper, je dirais, c'est la meilleure méthode. Mais il faut avoir les données, Oui. les données de base. Si on n'a pas de données de base fiables, on ne peut pas anticiper. Même si on anticipe, Oui. on sera, y a une faille. on va donner des valeurs faibles par rapport à la réalité. Oui. Ce phénomène dernier, ce dernier phénomène-là, c'est comme une catastrophe qui nous a bousculés. C'était prévu. Mais le phénomène des inondations, c'est un processus qui est complexe et on ne peut pas le maîtriser ni dans l'espace ni dans le temps. Exact. Donc ce n'est pas évident. Bon, il y a des modèles mathématiques maintenant ou bien des modèles numériques qui essayent de prévoir. Mais la probabilité d'erreur est énorme aussi. Oui. Parce que c'est un phénomène assez rare et assez complexe aussi. Donc, Je reviens. excusez-moi, quand oui. vous dites juste assez rare, aujourd'hui on parle de plus en plus de ce genre de phénomène avec Oui. les changements climatiques. Finalement, ils ne sont plus aussi rares. Justement. Les changements climatiques vont transformer les Oui. phénomènes rares en phénomènes réguliers. Voilà. Et là, c'est la complexité de ce phénomène-là. Et moi, je vous dis, hein, ce tel phénomène, les inondations, on est obligé d'admettre ça. On ne peut pas éliminer carrément la catastrophe. On Oui. peut pas c'est comme une maladie chronique. On peut diminuer les effets néfastes, prendre des médicaments, mais éliminer complètement la maladie, c'est pas possible. Donc on est obligé de vivre avec ça. Mais est-ce qu'on agit dans ce sens, de manière à réduire La vulnérabilité. la vulnérabilité des Ça, régions? oui. L'État a dépensé des centaines de milliards de dinars dans ce sens-là. Il y a eu 310 L'aménagement- milliards de dinars, je pense, alloués dans le cadre de la Et stratégie chaque année, nationale, hein, et qui n'avaient pas pu être réellement mises en place à cause des textes d'application qui faisaient défaut. Effectivement, bon, pour revenir au risque de manière générale, risque inondation ou tout autre risque. Le risque, comme je l'ai dit, c'est le résultat, c'est la combinaison de deux paramètres, le paramètre aléa et le paramètre vulnérabilité. On ne peut pas réduire l'aléa. L'aléa, il est là, c'est les changements climatiques, c'est la nature, donc ils sont là. C'est des paramètres qui sont là, qui ne dépendent pas de l'être humain. Par contre, la vulnérabilité, le degré d'exposition dépend de l'être humain. L'être humain peut intervenir Absolument. pour réduire la vulnérabilité, le degré d'exposition. Et par conséquent, s'agissant d'un produit de deux paramètres, pour réduire le résultat, donc je dois réduire la vulnérabilité. Le paramètre aléa étant constant, on ne peut pas le réduire. Comment réduire la vulnérabilité? Justement, à travers le passage de la gestion de la catastrophe à la gestion du risque de la catastrophe. Parce que le risque de la catastrophe a commencé à courir depuis peut-être des années. Et il est là. Donc on doit le gérer à travers ces quatre phases. La phase prévention, la phase prévision,
Ensuite viendra la phase intervention lorsque la catastrophe ou lorsque l'événement se produit réellement. Parce que l'événement, il se produit en quelques heures. Oui. 1 heure, 2 heures. Pour un séisme, c'est moins d'1 minute. Pour les feux de forêt, c'est la même chose. Donc, c'est les premiers instants qui ont un rôle très important à jouer dans la gestion du risque. Ensuite viendra la phase de relèvement et de retour à la normale. Donc maintenant, ce risque, il est là, il est présent, il est omniprésent dans l'espace et dans le temps. Donc nous devons vivre avec et nous devons s'adapter au risque. Comment? En réduisant les vulnérabilités et en se préparant mieux pour justement vivre avec ces risques. Alors parmi les manquements de la stratégie nationale, c'était le côté financier déjà, et puis le ciblage des responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été revu? Oui, effectivement, après avoir fait le diagnostic sur le dispositif en vigueur, nous avons constaté effectivement que d'abord les objectifs n'étaient pas bien définis en termes d'objectifs stratégiques. C'est des objectifs qualitatifs de réduction des impacts. Deuxième élément, c'est que les responsabilités n'étaient pas définies. Donc on ne sait pas qui fait quoi. De quelle structure, de quel département relève la responsabilité du risque, par exemple, inondation, du risque sismique ou du risque feu de forêt. Tout ça, ce n'est pas défini. Les modes de financement, les sources de financement n'étaient pas définies. Les délais d'exécution n'étaient pas définis. Et aussi le dépassement de cette stratégie par les événements internationaux, notamment le cadre de Sendai. Le cadre de Sendai qui a été donc ratifié par l'Algérie en 2015, suite au cadre de Yougo. Alors que la loi sur la gestion la prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable, elle a été élaborée en 2004, donc antérieurement au cadre de Sendai. Donc, après avoir fait tous ces constats, nous sommes allés vers la proposition donc, de nouvelles stratégies, de nouvelles visions qui consacrent justement l'anticipation, qui consacrent l'alerte précoce, qui consacrent la prévention, qui consacrent la prévision. Les responsabilités ont été prédéfinies? Bien sûr, maintenant dans le projet de loi qu'on est en train de préparer, qui sera, Inch'Allah, bientôt soumis donc, aux instances, donc fixe les objectifs fixés en termes de réduction des dégâts, des impacts, et ce conformément justement aux objectifs de Sendai, en termes chiffrés sur une période donnée. Donc les objectifs stratégiques sont fixés en termes de réduction des dégâts. Deuxièmement, les responsabilités sont fixées. Chaque département ministériel... Tous les ministères? Pas tous. Vous savez, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Aménagement, ministère des Ressources en eau. Bien sûr, nous avons une dizaine de grands risques, quoique dans la révision, nous avons introduit d'autres risques émergents qui sont nés depuis 2004, notamment le risque, par exemple, spatial, le risque cybernétique, le risque lié au transport sanitaire, aérien. Non, il y est déjà. Le sanitaire, il y est déjà depuis 2004. Le risque sanitaire, il y est. Le risque touchant à la santé humaine, la santé végétale, la santé animale. Donc là, les ministères concernés et les institutions en charge de l'alerte précoce donc, sont définis. Et tout ça à travers ce qu'on appelle les plans généraux de prévention. Chaque risque majeur doit faire l'objet d'un plan de prévention qui doit justement définir les niveaux d'aléas, les cartes de vulnérabilité, les cartes d'aléas, les responsabilités des institutions en charge de l'alerte précoce, en charge de l'intervention. Donc tout ça c'est défini dans le cadre de ce projet de nouvelles stratégies et visions. Alors Monsieur Bensnas, est-ce que face à une telle situation, la gestion des eaux pluviales en milieu urbain doit être revue? Je dirais revue et corrigée. On doit la réinventer. Voilà, il faut s'adapter par rapport à la situation. Tout à l'heure, j'avais parlé du réseau d'assainissement. Vous savez, dans les réseaux d'assainissement, vous avez deux grandes familles. Il y a le réseau unitaire et il y a le réseau séparatif. En Algérie, on adopte le réseau unitaire, c'est-à-dire tout égout. Donc, on mélange les eaux usées d'origine domestique, les eaux industrielles, les eaux pluviales, et ce réseau-là est sous-dimensionné. Oui. Alors, si on avait adopté dès le début des systèmes séparatifs, on aura les
usées d'origine domestique à côté et le réseau d'eau pluviale à côté. Et des réseaux d'eau pluviale, on pourrait absorber plus de quantité l'utiliser d'eau. pour l'agriculture. Oui. Mais ça coûte cher. Donc, nous, déjà, nos réseaux... Ça coûte cher, mais en même temps, les dégâts sont estimés à des milliards de dinars. Mais même pour les phénomènes rares, comme on est en train de parler, même un réseau séparatif côté fluvial ne peut pas évacuer cette quantité énorme. Voilà. On dit que le renouveau passe par une gestion in situ des eaux de pluie. Il s'agit de dérouter une partie de l'eau vers des zones spéciales. C'est possible d'aller aussi vers... On parle de ville éponge. C'est pour absorber. Pour absorber toute la quantité. Mais il faut trouver l'espace aussi. Oui. Et la topographie des villes aujourd'hui, est-ce qu'elle joue en faveur ou en défaveur en notre défaveur avec les inondations? Oui. Pourtant, nous sommes en pente. Ça dépendra de la topographie, bien sûr, du lieu. Donc, si on prend l'Algérois, il est connu, bien sûr, par ses pentes. Et donc, un exutoire vers... Normalement, ce serait plus facile, puisque ça devrait s'évacuer plus facilement, non? Bon, ça s'évacuer, d'accord, mais il faut voir également le degré d'urbanisation de la ville également qui joue un rôle. Il n'y a pas assez de surface infiltrable. C'est-à-dire où vous avez l'eau qui risque d'être absorbée, on a pratiquement bétonné tout. Et absolument, là, on assiste à un phénomène d'accélération des pluies torrentielles. Et c'est pour cette raison, on va l'eau cumuler, il est assez volumineux et qui ne peut pas être maîtrisé ni avec 60 mm, ni avec 200 mm. Bon, heureusement, cette année-là, on a pu sauvé des vies peut-être, si on compare les deux bilans, bien sûr, sur ce plan-là, 2001 avec cette année-là. Dieu merci, on a atteint presque les 1000 victimes en 2001. Actuellement, on est à 3, jusqu'à maintenant, etc. Mais il faut travailler beaucoup plus sur la réduction de la vulnérabilité et la sensibilité également, et surtout par rapport à un phénomène extrême qui risque d'être récurrent. Donc, on apprend les leçons. On va vers les microclimats, puisqu'on l'a vu, ça change d'une région à une autre. Sur le plan météorologique, on peut avoir une petite dépression localisée sur une région et rien dans l'autre région, même au sein même d'un quartier. On a vu de la grêle qui est tombée, par exemple, côté ouest de la capitale, et pas ailleurs. Et ce phénomène, sur le plan statistique, les pluies sont assez particulières. C'est parce qu'on assiste à une phase de transition. Et la phase de transition, c'est entre l'été, par exemple, et l'hiver. Et entre l'été et l'hiver. Donc l'automne, il succède à l'été, surtout en ce moment-là, pour cette année-là, parce qu'on a traversé pour une période assez longue, une saison de sécheresse. Puis la végétation aussi, etc. Qui a et donc ça, il ne donne pas le temps qu'il faut à une pluie avec une intensité pareille, n'a pas le temps d'être absorbée par le sol. Et donc, il va y avoir plus de ruissellement. Et de ce fait-là, on assiste à des pluies qui sont accélérées en termes, bien sûr, de vitesse, d'écoulement et de débit. Raison pour laquelle, donc, il faut travailler sur la réduction de la vulnérabilité. Maintenant, il faut rechercher quels sont les points noirs. Notre collègue de la DGPC ils ont été définis d'après M. Afra. Là maintenant, il faut développer des stratégies pour réduire, bien sûr, et pour sensibiliser les populations qui sont autour. Et également, comment informer la population et comment faire en sorte que la population puisse... devienne active, bien sûr, puisse aller se renseigner également sur... Avoir l'accès à l'information, c'est très important. Oui, l'information, pourquoi? Parce qu'il y a de l'information crédible, il y a également des chaînes de télévision, je ne veux pas citer des noms, où vous avez des informations qui sont complètement à côté de la plaque, qui ne suivent pas vraiment. Savoir aller à la source. Et là, il faut aller à la source officielle. Pourquoi ne pas utiliser les téléphones, envoyer des messages de prévention? L'Office national de la météorologie, justement, élabore des bulletins. Nous sommes des tout le monde n'a pas cette habitude d'aller consulter le bulletin météo. Peut-être qu'il faut agir au plus près du citoyen. Le bulletin météo, à part le NTB et une autre chaîne privée, c'est les seuls qui font référence et qui utilisent les données météorologiques et les bulletins qui sont élaborés Donc il y a un manque de circulation d'informations. Le reste, je ne sais pas où on ramène cette information-là. Et la population qui suit des fois des bulletins météorologiques dans des télévisions, dans d'autres chaînes, des fois, on n'a pas l'information réelle et crédible et fiable, justement. Et là, la responsabilité reste également à définir. Si on assiste à des dégâts de ce type-là, qui est responsable? Est-ce que c'est les médias qui ont vulgarisé une information qui est complètement fausse et qui ont conduit, bien sûr, à la population de prendre ce risque et de sortir, par exemple, au moment où un BMS est officiellement émis ou pas? Donc, c'est une question qu'il faudra également développer. Monsieur Bernaoui, justement, alors vous avez pris l'habitude d'intervenir maintenant à chaque fois qu'il y a des pluies. J'imagine que vous vous mettez un peu au garde à vous pour agir sur le tas.
aujourd'hui entrave votre démarche? Les constructions anarchiques, on a vu les débordements des oueds, la végétation qui manque également et qui a asséché après une période de sécheresse assez longue. Quelles sont aujourd'hui les entraves auxquelles nous pouvons encore remédier? Vous savez, notre mission, c'est le sauvetage des personnes et leurs biens. Donc, sauvetage des personnes. C'est le comportement des citoyens. Donc, dans telle situation, après, on commence à lancer des messages préventifs et pour sensibiliser les citoyens du phénomène. Donc, demain, il y aura des perturbations climatiques, etc. Donc, on appelle à redoubler de la vigilance. Donc, voilà la conduite à tenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Notamment, limiter les déplacements. Et Dieu merci, c'était samedi, c'est pas dimanche. Voilà, parce que si c'était dimanche, 16h, 18h, les écoliers, les travailleurs qui sortent, etc. Donc c'est le comportement des citoyens. Ce qui a permis en fait de limiter les dégâts, c'est le week-end. Et même quand ça a commencé, on a eu des premières interventions dans la radio locale, c'était le Badja, surtout la Gélois. On a commencé à donner des conseils préventifs. Voilà les régions qui ont été touchées, les premières régions, notamment Draria, Saoula, Belkhadam. Il ne faut pas y aller, il faut temporiser jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à qu'on donne des bonnes nouvelles. Mais même comme ça, on a eu une foule énorme des automobilistes dans les rues, avec la remontée des eaux, donc la circulation perturbée. Heureusement, on avait des unités mobiles sur place, et donc on avait besoin du renfort pour envoyer des unités, on avait du mal à y accéder. Et donc même, je me rappelle, c'était entre un quart d'heure, 20 minutes, on a eu des interventions sur la radio locale Badja, ainsi que les radios nationales, et même les chaînes de télévision, on leur a demandé d'annoncer sur la bande rouge. C'est très rapide, hein. C'est-à-dire que dès que la pluie commence à tomber, c'est en l'espace de quelques secondes que les eaux se déchaînent. Hein. Exactement, c'est ça. Monsieur Sahabi a parlé d'une chose très importante. Actuellement, maintenant, il faut que les citoyens apprennent à lire et à suivre la carte de vigilance et le BMS, dès qu'elle commence jusqu'à la fin. Est-ce qu'il ne faudra pas cibler même les zones inondables, les mettre en rouge? On est en train de cibler. Dans le travail, on est en train de cibler. C'est vrai qu'il reste un travail de fond à faire, un grand travail à faire. Mais actuellement, le citoyen, il faut qu'il suive. Il y a un travail qui se fait avec tous les citoyens, avec les écoliers. Par région, le phénomène est expliqué. C'est rarement on peut localiser, c'est-à-dire les gens qui seront touchés par rapport. C'est en instant T. Mais avant le déclenchement de ce phénomène, donc le citoyen, il faut qu'il sache Alger, Annaba, Oran, At-Taraf, Sawilaya, c'est une zone à risque, c'est une zone inondable. Le risque de l'inondation, c'est un risque majeur en Algérie. C'est comme les feux de forêt, le séisme. Il faut s'adapter, il faut y vivre, il faut connaître qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, c'est ça, hein, connaître ce qu'il faut faire, c'est toute la question. Hein. On parlait des dégâts du gouffre financier que ça a impliqué. Entre 2004 et 2019, Monsieur Afra, les inondations ont coûté à elles seules 374 milliards de dinars, ce qui représente 60% du montant total des pertes, qui est de 545 milliards de dinars. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé ce mode de financement qui posait problème auparavant pour pouvoir justement mettre les bons mécanismes en place, hein. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Mtsnes, ça coûte cher aujourd'hui de mettre les installations. Est-ce que vous avez justement mis au clair dans la stratégie? Justement, en adoptant le principe, vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire, la règle internationale donc stipule qu'un dinar, un dollar investi en prévention, permet d'économiser jusqu'à 8 dinars en intervention. Jusqu'à 10 dollars dans les derniers rapports de l'Organisation météorologique mondiale. Donc $1 investi dans la prévention, je veux dire économiser 10 dollars. Donc on est monté jusqu'à 10. Dans la nouvelle stratégie, qu'est-ce qu'on a proposé? C'est que donc on prend on a pris comme hypothèse donc 40 milliards de dinars de dégâts par an. Parce que si vous divisez le montant sur les 16 ans, donc de 2004 à 2019, le montant qui a été dépensé, donc on le divise sur la durée de la période, donc on va avoir l'équivalent de 40 milliards de dinars par an. Donc on s'est dit, on prend uniquement le 1/8 de ce montant qu'on va réserver à la prévention. Et ce 1/8 donc représente un pourcentage du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut
Donc c'est un pourcentage du PIB. Donc on a annuellement, dans le cadre des lois de finances, on doit consacrer un budget équivalent à 0,00, je crois, 0,4% du PIB. Le PIB qui est aux environs de 500 milliards de dollars. Donc ce montant qui sera consacré à la prévention, la prévision, annuellement dans le cadre des lois de finances, avec un programme d'action en matière de prévention, en matière de prévision, en matière d'alerte, en matière de mise en place de systèmes d'alerte précoce, va nous économiser justement jusqu'à 8 fois le montant. Et c'est cette vision-là qui est proposée actuellement dans la nouvelle stratégie, c'est que, donc on doit consacrer un budget pour la GRC, la gestion des risques de catastrophe. 2, il y a un point important qui a été souligné par les collègues, c'est le rôle du citoyen. Le rôle du citoyen et de la société civile de manière générale. Qui ne souscrit pas aux assurances aussi. On en parlait, c'est un autre... parce que, on parle au côté finance. On va en parler. Mais vous savez, l'un des principes du cadre de Sendai, c'est les parties prenantes, toutes les parties prenantes, donc bien sûr les organisations gouvernementales, les institutions, la société civile, mais aussi le secteur privé. Les deux partenaires, secteur privé et société civile, étaient absents dans le cadre de l'ancienne stratégie. Maintenant, ils deviennent des acteurs importants dans la nouvelle stratégie. Que ce soit la société civile, que ce soit le secteur privé. D'abord, acteurs importants dans la préparation et l'élaboration de la stratégie. Dans la conférence nationale, nous avons fait participer une dizaine d'associations de la société civile. Et la mise en œuvre aussi, c'est une partie prenante, elle a sa place, la société civile. Nous avons vu par exemple lors des derniers feux de forêt survenus à Tizi Ouzou, à Béjaïa, un peu partout dans les wilayas d'Algérie. Vous savez mener des campagnes. Non, nous avons constaté tous l'élan de solidarité. Oui, absolument. Ça, c'est la société civile qu'il va falloir organiser, qu'il va falloir encadrer, qu'il va falloir encourager, qu'il va falloir associer et contenir. C'est formidable, c'est un élan formidable qu'il va falloir intégrer dans notre stratégie. Le deuxième point, c'est la sensibilisation et l'information. Il faut que le citoyen soit informé des risques encourus. Qu'il se sente impliqué aussi. Des risques encourus d'abord dans son lieu de résidence, mais aussi dans son lieu de travail. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation pour l'État d'informer, mais aussi une obligation pour le citoyen d'apprendre. Vous avez mené des campagnes justement de sensibilisation, vous avez même intégré les prêches des imams dans les mosquées pour faire passer le message. D'ailleurs, je rappelle que la semaine du 25 juin au 2 juillet, donc on a commencé le 25 juin par un vendredi, c'était une campagne d'une semaine pour la sensibilisation du risque d'inondation. Nous avons commencé par la prière du vendredi, donc tous les imams sur le territoire national ont évoqué dans la prière du vendredi ce phénomène de risque. Le phénomène de risque, donc en citant les différents versets coraniques, les différents hadiths qui parlent de la prévention, qui parlent de la préservation de la vie humaine et qui parlent justement de la contribution du citoyen à la préservation de l'environnement. Tout ça, c'est des il y a des lois aujourd'hui pour justement respecter notre environnement, mais on les voit bafouer complètement. Il n'y a pas cette application, il n'y a pas cette force de loi. Monsieur Bensness, on le disait tout à l'heure, la prise en considération des changements climatiques est un point essentiel dans le plan d'aménagement des oueds, par exemple, mais on le voit toujours, il y a toujours des constructions anarchiques autour des oueds. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore agir à ce niveau-là? Est-ce qu'on a encore une marge de manœuvre ou est-ce qu'il faudra agir avec et s'adapter encore une fois à cette anarchie? On doit agir. On n'a pas le choix aussi. Je voudrais parler d'un point. On voulait développer à l'université, repenser les villes. Regardez, nous avons une caractéristique des villes algériennes, c'est des villes allongées. Étalées. Et des villes allongées, du point de vue assainissement, c'est pas bon. Parce que si je prends par exemple une pente de 3 pour 1000, je traverse le grand boulevard, qui fait des fois 2 km, on va creuser 6 mètres. Et un tel réseau, il n'existe pas.
On ne peut pas creuser 6 mètres pour placer une conduite d'assainissement. L'assainissement qui regroupe et les eaux usées d'origine domestique et les eaux pluviales. Donc on a commencé à repenser la conception de la ville, les nouvelles villes. Il faut associer les universitaires. Hein, il faut ça. La meilleure forme, meilleure forme d'une ville, c'est carré. Carré parce qu'on a l'étendue est faible, maîtrisable. Donc si je place mon réseau d'assainissement, il ne sera pas très long. Sinon, j'aurai un problème de pente. Je vous informe que le grand problème en assainissement, c'est la pente. On ne peut pas proposer une grande pente. Si par exemple je prends Salambé, c'est vraiment une grande pente. C'est pas bon pour l'assainissement. Ça va augmenter la vitesse de déplacement et ça peut engendrer des cassures, des joies. Si on a une pente nulle, par exemple je prends Boufféric, c'est une zone plate. C'est une zone qui nous pose un problème. Comment on va faire ce réseau d'assainissement? Alors l'universitaire souffre. Il propose une pente modérée, pas trop faible, si elle est trop forte. Donc il va creuser beaucoup. On ne va pas creuser pour l'assainissement 6 mètres quand même. Ce n'est pas du pétrole quand même. Donc ça, c'est un problème. On est en train de penser la conception, même dans notre formation universitaire. Les hydrauliciens qu'on forme, jusqu'à maintenant, ils ne font pas la gestion des risques. Ce n'est pas intégré encore. Ce n'est pas intégré. Bon, si l'enseignant a la volonté, il peut parler de ça. Gérer une pénurie d'eau. On a souffert. Oui. On en souffre encore. Et bien l'hydraulicien conforme n'est pas au courant comment gérer une pénurie d'eau. Comment gérer une catastrophe naturelle. Ben, il fait l'information hydrologique, mais la gestion, on ne l'a pas. Elle n'est pas dans le programme. Ça, il faut revoir le programme universitaire, surtout pour les hydrauliciens. Est-ce que justement la recherche scientifique est intégrée également dans votre stratégie, hein? Est-ce qu'il y a ce pont entre... Justement, dans la nouvelle stratégie, donc il est intégré trois nouveaux articles sont intégrés. Un, c'est l'obligation d'instituer l'enseignement des risques majeurs au niveau des 3 paliers, donc le primaire, le secondaire et l'universitaire. Oui. Ça, c'est la première Faire des des exercices, hein, des simulations, comme on le voit. Les simulations, elles sont ailleurs. sont déjà intégrées dans le cadre de Peut-être intégrées, mais pas appliquées. Hein. Bon, on a quand même... Non, on a organisé l'année passée. Déjà appliqué. C'était déjà on a organisé l'année passée. Les écoles font des simulations, par exemple, de séisme ou de comment agir. Déjà, on l'a fait déjà. L'année passée... En effet, c'est ponctuel. Hein. On a fait à Boumerdès pour simuler un séisme. C'est ponctuel. C'est pas intégré dans le programme, c'est-à-dire que c'est pas dans les programmes d'enseignement. D'accord. C'est maintenant qu'on l'a intégré. Donc l'obligation d'instituer un enseignement des risques majeurs au niveau des 3 paliers. La deuxième chose, c'est on a proposé la création d'une entité de recherche dédiée aux risques majeurs. À vocation intersectorielle. Jusqu'à maintenant, nous avons une trentaine de centres de recherche qui sont tous à vocation sectorielle. C'est la première fois on propose donc une entité de recherche à vocation intersectorielle, parce que les risques majeurs, c'est intersectoriel. Alors, il y a eu cette information l'année dernière, pour 2020, où le ministère des Ressources en eau avait annoncé l'installation d'une commission nationale regroupant les différents secteurs environnement, transport intérieur et enseignement supérieur. Est-ce que ça a été fait ou pas? Oui. C'est ce que je vous ai dit. C'est dans le cadre de ce groupe de travail, donc il a fait ces propositions. D'instituer les enseignements de graduation, mais aussi de post-graduation pour les risques majeurs, de créer une entité de recherche à vocation intersectorielle et justement de lancer aussi ce qu'on appelle les programmes de recherche, programmes nationaux de recherche PNR. Il faudra leur donner les moyens aussi. Hein. Non, les moyens, ça existe, les moyens. Les programmes sont financés. Pour la recherche. Il y a ce qu'on appelle le fonds, le FNRSDT, le Fonds national de la recherche scientifique et de développement technologique, qui est là et qui ne demande qu'à fonctionner. Vous savez que actuellement le secteur de l'enseignement supérieur est en train de préparer le programme quinquennal 2022-2027, le programme de recherche 2022-2027, et à ce titre, donc le secteur de l'enseignement supérieur est en train d'organiser des réunions avec les différents secteurs. Avec notre secteur, le ministère de l'Intérieur, donc la réunion est programmée pour bientôt. Et là, nous avons tout un programme qui a été examiné au niveau du CSP, du comité sectoriel permanent, et qui va être soumis au secteur de l'enseignement supérieur pour être pris en charge, que ce soit dans le cadre des programmes nationaux de recherche
ou bien dans le cadre des programmes qu'on appelle à impact Et il est à souhaiter socio-économique. que les recommandations soient prises en compte. Vous avez fait d'ailleurs, vous avez organisé une conférence nationale des risques majeurs il y a 6 mois maintenant. Il y a eu plusieurs recommandations. Est-ce que ça a été pris Tout à en fait, compte? tout à fait. Donc la conférence qui s'est déroulée le 27 et 28 mars 2020, c'était justement pour faire le diagnostic. Oui. Le diagnostic de la situation en associant, il y avait 300 experts qui étaient présents, y compris une dizaine. L'université était associée? Ah, c'est surtout les universités. D'accord. Les universités, les centres de recherche Oui. et même nos experts algériens établis à l'étranger qui ont été associés. Donc, qui ont participé activement à cette conférence, donc avec des communications, avec des conférences, avec des idées, avec des propositions. Et suite de justement à cette conférence, plus de 130 recommandations ont été émises. Et ces recommandations ont fait l'objet d'une intervention du ministre de l'Intérieur au niveau du Conseil de gouvernement et qui a ordonné l'installation justement d'un groupe de travail chargé de mettre en œuvre ces recommandations dans le cadre d'un plan d'action à court, moyen et long terme. Et le court terme, justement, c'est la révision de la loi et l'élaboration des plans de prévention qui sont en cours actuellement. Et la mise en application des textes, Et la- bien évidemment, qui Justement- fait défaut. Hein, justement, sur les le- 30 textes, il y avait quoi, 4 Il y avait- qui il y étaient, avait- oui, oui, quatre oui, seulement depuis qui étaient, 2004. oui. Mais aujourd'hui, Quand je même vous dis, au oui. jour d'aujourd'hui, la loi, elle est prête pour être proposée avec 8 plans de prévention qui sont prêts. En attendant que la nouvelle stratégie soit appliquée, aujourd'hui, on doit faire avec cette nouvelle fréquence des orages ou de ce nouveau changement climatique. Est-ce que justement on peut prévoir la fréquence de ces pluies? Prévoir la fréquence avec un chiffre exact, ça, c'est Non, pas un quasiment chiffre exact, impossible. mais au moins avoir Mais une ce qui idée. est sûr, pour ce qui est bien sûr sûr, pour tout ce qui est maintenant évolution du climat, donc il n'y a aucun doute, si les données scientifiques ne laissent aucun doute planer là-dessus. Donc il faut, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, même dans ses rapports, il y a eu un rapport la semaine dernière sur le climat en Afrique et les projections futures. Là, et c'est sans équivoque, on est certain qu'on va aller vers l'accentuation des phénomènes extrêmes. En termes d'intensité, si je parle par exemple des précipitations ou des inondations, pour les vagues de chaleur, c'est-à-dire plus intenses, plus longues en termes de période, etc. Si je parle également d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, de type par exemple rareté de pluie ou sécheresse, on va avoir également l'accentuation. Donc Rapidement, l'Algérie, s'il vous plaît, on arrive au terme de oui, l'Algérie, c'est un pays au même titre que le nord de l'Afrique, va subir également des situations d'extrême, de phénomènes météorologiques qu'il faudra gérer avec, bien sûr, en associant tous les partenaires et tous les secteurs ensemble, bien sûr. Est-ce que tous ces changements demandent à la protection civile d'aujourd'hui de s'adapter également et d'avoir de nouveaux moyens d'intervention? Bah oui, c'est tout à fait normal. Donc, il y a des moyens d'intervention ainsi que tout ce qui est étude avec une coordination avec la délégation nationale. Il faut savoir qu'on a toute une direction de prévention, une sous-direction des risques majeurs à la DGPC. Donc, il y a tout un travail qui est actualisé chaque année. Ça, c'est très important. Et concernant l'intervention, c'est les plans RSEC qui seront mis à niveau chaque année aussi. Donc, Qui doivent être revus, hein, d'ailleurs, les aussi, plans il faut mettre à RSEC, adéquat les moyens aussi d'intervention. absolument. C'est très important. Donc aujourd'hui, pour clore, hein, Monsieur Bounsness, à vous le terme, avons-nous les moyens de limiter les dégâts à l'avenir? On doit s'attendre à des pluies, bon, c'est en tout cas encore ce mois d'automne. Comment allons-nous intervenir? Sommes-nous prêts à agir? Et quelles sont les choses qui n'ont pas été faites et qui devraient être faites? Il est temps. Il est Oui. temps aussi. Bah, ça, c'est la première leçon, c'est le premier incident qu'on a eu. On peut intervenir, on peut diminuer les effets néfastes des inondations en corrigeant le recalibrage En des drainant, ouverts, en curant, nettoyant, oui. on informe le Oui. citoyen. Il y a aussi le rôle des S'il y a un collectivités BMS, locales, par hein. exemple, le citoyen. Oui. S'il y a un BMS, le déplacement à l'extérieur, inutile, pourquoi il se déplace? Parce qu'il n'a pas eu l'information. Même s'il a l'information, Oui. des fois on se comporte comme que c'était rien du tout. Donc même le comportement psychologique du citoyen, Oui. à revoir aussi. Mais nous, ce qu'on peut dire, que le risque qu'on va prendre, c'est un risque obligatoire. On ne peut pas l'annuler. Le risque zéro, là, c'est pas possible. Oui. On va admettre ça et on va vivre avec ça, mais On peut le réduire. atténuant. C'est ça. On parle de- Atténuant, voilà. On parle de réduire, hein, Monsieur Afra, le mot de fin vous revient. Aujourd'hui, on s'attend encore à des précipitations de ce genre.
est-ce que des mesures concrètes et applicables ont été prises pour éviter ce genre ou limiter ou réduire Oui. l'impact de ces pluies torrentielles? Comme je l'ai dit, l'un des maillons qui était des plus faibles dans la stratégie précédente, c'est le citoyen, c'est la société civile. Maintenant, la société civile est impliquée et doit s'impliquer aussi dans la gestion des catastrophes à travers la sensibilisation, la formation, l'information, l'éducation du public. Alors, il y a la part de l'homme, je suis bien d'accord avec vous, Oui. mais il y a aussi le travail des collectivités locales, du ramassage par exemple Tout des à fait. ordures, du drainage des eaux, dont on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va être fait? Apparemment, ça n'a pas été fait. Hein? Non, c'est fait. Ça n'a pas été fait. Il se fait. Quand on voit tout ce qu'il déverse, Oui, il se fait, mais le citoyen difficile de le aussi, croire. et là, comme je dis, ça part de responsabilité Oui. dans tout ça. Mais il faudrait aussi qu'ils trouvent les endroits où, appropriés, où on doit aussi déposer Justement, déchets. dans le cadre de dans le cadre de cette stratégie, donc tout ça est défini, doit être mis en œuvre après. Donc en Mais définissant le temps bien presse, sûr. hein, monsieur Afra, Oui, vous êtes oui, oui, d'accord, oui, hein, oui. entre-temps, il y a des pertes humaines. Oui, mais il faut se préparer donc à faire face à ces risques qui vont être des plus fréquents avec une intensité élevée. Donc nous devons s'adapter à ces risques à travers justement une éducation, Sévir, hein, à aussi travers un sévir. comportement. Il faudrait sévir aussi, hein, puisque vous parlez du comportement du citoyen. Oui, Sévir, tout à proposer fait, des tout à amendes, fait, tout à pourquoi fait, pas tout aussi, à hein, fait. comme ça se fait ailleurs. Dans le cadre de Et cette puis veiller nouvelle sur le rôle des stratégie, collectivités locales à la veille des élections. nous avons multiplié par 4 les sanctions qui étaient prévues dans la loi, que ce soit en termes Les d'amende amendes, ou en termes oui. de sanctions pénales. Les sanctions qui étaient prévues dans l'ancienne loi, nous les avons multipliées par 4. Merci, merci messieurs. Peut-être vous voulez Non, je intervenir plus voudrais rapidement. juste saisir Oui. l'occasion pour dire que, puisqu'on est à l'approche des élections, Oui. maintenant, il faut que les élus soient également formés Absolument. dans le domaine de la gestion du risque Oui. climatique. Et ça, Oui. c'est un point important Et un qu'il faudra problème de vraiment formation, hein. Oui. insister là-dessus. Très Je bien. vous remercie. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. J'espère que nous avons pu un peu vous éclairer sur cette situation. Et puis prudence, hein, dorénavant, si vous entendez aujourd'hui les BMS lancés par l'alerte météo, La lancée carte vigilance par qu'il faudra consulter. consulter l'alerte, la carte de vigilance. de vigilance. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Algérie. Au revoir.